Parfait. Bon, ben, il est 18h01, on va commencer. On va C'est parti. commencer. Et allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Je pense qu'on va aller. Alors, je fais pas le. On va laisser 2 minutes pour les gens qui arrivent parce que de toute façon, les 2 premières minutes, c'est mon speech. Donc, c'est probablement ce qui est de moins intéressant. Et donc, comme ça, on va avancer vite. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Pour certains, il a déjà commencé. Et on va aller vite dans le vif du sujet. Pourquoi on a voulu organiser, déjà bonjour à tous, pourquoi on a voulu organiser ce webinar? Parce que bon, on est tous entourés de startups qui sont en train de révolutionner le monde. On a tous des potes qui ont des projets, on a tous des potes qui ont lancé des projets, qui ont différents stades. Il y a même des potes qui ont réussi des projets, c'est plus rare, mais ça arrive. Et puis, donc, cette galaxie de projets que dans la tech, on appelle startup, euh, se posent tous la question à un moment donné de lever des fonds pour accélérer, pour embaucher plein de monde, pour faire des super events corporate, pour tout un tas de raisons. Et la levée de fonds qui semble être un passage obligé, voire un rite initiatique, voire quelque chose qui un peu qui qualifie le fait qu'en fait ça légitime presque le projet. Finalement, c'est parfois un mythe, c'est parfois une nécessité, c'est parfois plein de choses, mais on voulait un peu rentrer dans le détail parce que c'est critique dans chaque étape d'une startup, parce qu'on va parler du site, de la série A, de la série B, de pouvoir se financer et se financer pour une bonne raison, avec les bonnes personnes et de la manière possible, celle qui est le plus adaptée au projet qu'on porte. Et c'est pour ça qu'on a voulu travailler avec Bloomer, Florian, qui est fundraiser, et Eater Advisor, qui est un cabinet de CFO, de part-time CFO, pour bien comprendre les mécanismes, pour comprendre les enjeux, les objectifs, les risques, les avantages, tout l'ensemble de ce qui compose en fait le process d'une levée. Et avec la chance d'avoir le témoignage de Monsieur Baptiste Nicolas, CEO et cofondateur de Vidjet, qui est en plein dans ce process-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'allier à la fois théorie et pratique dans un seul et même événement qu'on espère de qualité. Comme dans tous les webinaires, vous pouvez poser des questions. Vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez nous insulter par le chat ou nous dire que c'est génial, ce que vous voulez. Comme toujours, on va essayer de faire 30-35 minutes, mais il y a énormément de contenu et franchement, je le dis donc avec d'autant plus de décontraction que c'est pas du tout moi qui ai travaillé là-dessus. Il y a du contenu très intéressant, donc il est possible que ça déborde. Ce serait plutôt un bon signe. Et donc, pour les questions, on essaie d'en faire là ou sinon offline. Vous pourrez contacter les différents intervenants. Voilà, excellente présentation à tous. Et on va partir directement avec nos intervenants. Messieurs, C'est parti. c'est à Florian. Merci pour l'intro, Guillaume. Une grosse pression, on va faire de notre mieux. Alors, pour démarrer en fait ce webinaire, la première question qui est primordiale à se poser, c'est quelle ambition? Alors, l'ambition, il y a différentes choses. Moi, je vais d'abord commencer avec l'ambition de l'entrepreneur. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui peut paraître un peu bateau, mais l'ambition de l'entrepreneur est vraiment primordiale. En fait, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec votre société? Est-ce que vous avez l'ambition de créer une licorne, de créer un business familial, de créer un empire, de faire une boîte avec des potes et en fait d'être libre et de vous amuser? Tout est possible. Vous avez le droit de tout faire. C'est le principe quand on crée sa société et c'est ce qui, je pense, vous anime la plupart, c'est cette liberté. Mais c'est important de se donner un objectif, de se donner une ambition. Et je pense, enfin, Baptiste, si tu peux intervenir, je vais te laisser la parole, mais je pense que c'est vraiment la première question à se poser quand on veut, en tout cas, se lancer, quoi. Ouais, absolument. Ou même quand on vient de se lancer, c'était justement notre cas avec Léo, qui est mon cofondateur. On venait de se lancer, on avait créé ce petit produit qui est un logiciel, qui est un lecteur vidéo pour les sites web. Et on commençait à avoir pas mal de traction. Ça marchait bien, il y avait des utilisateurs qui arrivaient. Et en fait, on s'est posé avec Léo, on s'est dit, mais là, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Et il a fallu donc définir notre ambition, mais aussi la portée de notre ambition. Et en fait, ça s'est passé par la définition de nos objectifs de croissance, en quel laps de temps, qu'est-ce que l'on veut faire suite à une levée, mais aussi qu'est-ce que l'on veut faire dans notre vie personnelle, avec enfin, la vie personnelle de Léo et la mienne. En gros, il faut savoir quel type de business tu veux créer, comme disait Florian. Est-ce que tu veux faire un business pérenne sur le temps, rentable, plutôt familial, un truc un peu plus tranquille, sans avoir un énorme potentiel de scalabilité, mais un truc tout à fait pérenne et rentable? Ou alors est-ce que tu veux construire la prochaine licorne? Bien entendu, entre ces deux, il y a plein d'autres alternatives. Mais voilà, il faut te poser ces bonnes questions. Et ensuite, une fois que tu t'es posé ces questions, tu traduis cela en fait en chiffres ou avec des mots.
et tu définis une trésorerie nécessaire, combien d'argent en gros il te faudrait pour arriver à ton ambition. Et c'est en faisant ça avec Léo qu'on s'est dit, OK, bah là, il va falloir qu'on lève des fonds. Complètement. Bah, ce lien-là, justement, que tu viens de donner entre pour financer ton projet, je pense que c'est la partie où, Sébastien, ça peut être intéressant, justement, que tu reviennes sur cette partie ambition pour l'entreprise. Effectivement, pour compléter ce que vous dites tous les deux, je pense qu'il est important de se demander quelle est la stratégie au global au niveau de mon entreprise. C'est une question essentielle à laquelle chaque entrepreneur qui lance un nouveau projet se doit de répondre avant d'envisager la recherche d'une éventuelle levée de fonds, car ceci peut avoir un impact significatif sur ses capitaux propres notamment. Pour cela, il faut avoir une vision claire et précise de l'avenir de votre startup, car la question de la levée de fonds se pose déjà que si on a un projet de croissance ambitieux et qui nécessite un financement extérieur. Je prends l'exemple d'une activité de service qui va générer très rapidement du chiffre d'affaires et qui permet d'autofinancer immédiatement sa croissance. Dans ce cas-là, nous ne sommes a priori pas dans une logique de levée de fonds immédiate et surtout en phase de démarrage. Tout à fait. Et ça nous amène à la partie suivante qui est de se dire, dans ce cas-là, pourquoi lève-t-on des fonds? Donc très basiquement, je peux vous donner, il va y avoir différentes possibilités pour lever des fonds. Il va y avoir, tout simplement, j'ai besoin d'accélérer, je veux atteindre l'équilibre, je veux devenir leader sur mon marché, je veux financer une tech de pointe. Tout ça, ça rejoint encore une fois l'ambition. Est-ce que je veux être leader sur le marché? Voilà, il va falloir que je lève des fonds potentiellement, atteindre l'équilibre, etc. Bon, la seule qui marche pas, c'est j'ai plus de thunes. Celle-là, vous l'oubliez tout de suite. Et ça peut arriver, mais maquillez-la bien comme il faut. Il faut pas que ça se voit. Il faut pas du tout que ce soit ressenti. Et je te donne la main pour le. Ouais, exactement. Moi, je vais essayer de donner un exemple. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez basique, mais finalement, ça rejoint ce que vient de dire Florian. On ne lève pas pour avoir plus d'argent. C'est qu'on a un projet, on a une vision, on a quelque chose qu'on veut financer. C'est quelque chose qui, à long terme, va nous rapporter de l'argent, mais qui, à court terme, va nécessiter des besoins de financement. Et en fait, cette courbe-là, c'est juste la courbe de l'évolution du cash flow au fil du temps. Et ce qu'on voit dans la partie violette, c'est bien du violet, c'est que si on n'a pas assez de financement, on arrive en dessous de zéro, et en dessous de zéro, c'est la cessation des paiements, c'est la liquidation de la société, c'est la faillite. Et en fait, à quoi nous sert de façon très très simple la levée de fonds? C'est de réussir à avoir suffisamment de fonds au début pour absorber cette courbe et justement avoir une espèce de petite marge de sécurité. Et finalement, c'est ça le montant de la levée de fonds, ça ne correspond qu'à ça. Donc, ce que tu dis, c'est que la ligne jaune, c'est la ligne avec levée de fonds. C'est pour ne pas atteindre le zéro et éviter la cessation de paiement. Exactement. C'est la belle courbe en J que tout le monde vous demande et en tout cas qu'il faut montrer quand vous êtes justement dans une logique de financement. Et du coup, la question suivante, c'est comment se financer? Quels sont les différents moyens par lesquels on peut se financer? Alors là, déjà, je peux dire en préambule que le sujet est quand même assez vaste. Il faudrait déjà revenir à la question la plus globale, ou plutôt revenir sur les deux principales catégories de financement, à savoir les financements non dilutifs et les financements dilutifs. Dans ce contexte, le non dilutif, lui, est souvent associé à la création de la startup, quand les entrepreneurs cherchent des moyens de financer leur R&D ou même leur proof of concept. Parmi les mécanismes à disposition, on peut trouver les prêts d'honneur, de type prêt à taux zéro pour l'innovation mis à disposition par la BPI. Les subventions, il y en a beaucoup en France. L'aide à la faisabilité de l'innovation, l'aide pour le développement, les partenariats régionaux, pour ne citer que. On a aussi les concours de type la bourse French Tech, d'ailleurs. Le Love Money, qui peut être dilutif ou non dilutif selon le contexte et qu'il ne faut absolument pas négliger en phase de démarrage. On a également les campagnes de crowdfunding, mais aussi les prêts bancaires. Et alors là, ici, on a une stratégie qui est utilisée par beaucoup d'entrepreneurs, qui est celle de lever un maximum d'argent non dilutif public afin de l'utiliser comme apport pour obtenir un prêt bancaire du même montant. Ensuite, durant la phase d'amorçage, lorsque la startup fait ses premières ventes et commence à sentir, on va dire, un début de traction du marché, elle peut alors commencer la recherche de financement dilutif, cette fois-ci en faisant appel à des business angels, par exemple, des fonds de capital amorçage ou même du crowd equity, qui est sur le même principe que le crowdfunding, mais avec des prises de participation à l'issue. Et enfin, dès la réalisation d'un chiffre d'affaires en augmentation constante,
À ce moment-là, la startup peut cette fois-ci se tourner vers les venture capital, nos fameux VC, les fonds de capital risque ou enfin encore les fonds de capital développement, mais qui eux interviennent plus tôt ou plus tard lors de la phase de décollage de la startup. Ouais. C'est un sacré panel, mais après, il y a quand même une réalité de terrain. Baptiste, je te laisse en parler. Oui, effectivement, mais chacun a sa réalité en fait. En fait, nous, avec Léo, il a fallu qu'on se pose les bonnes questions, surtout en fonction des circonstances dans lesquelles nous étions. Je vais vous donner 3 exemples hyper concrets là-dessus. Le premier, c'est que Léo et moi, on a une entreprise espagnole. Donc déjà, BPI, pas possible. Les subventions en Espagne existent, mais sont plus dures à obtenir qu'en France. Donc, on a essayé et on s'est vite dit, le non dilutif, ça va être très compliqué. L'exemple numéro 2, le crowdfunding dont Sébastien parlait, nous, on n'a pas de produit tangible, on fait du software. Donc, c'est difficile, ça existe, mais c'est difficilement envisageable. Donc, crowdfunding, non plus. Et puis, l'exemple numéro 3, en fait, avec Léo, on est quand même jeune, on a plein de choses à apprendre, on a surtout plein d'erreurs à éviter, notamment pour gagner du temps. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment besoin de support, d'accompagnement, de mentoring, on peut l'appeler comme on veut, mais surtout d'un environnement stimulant. Et donc, en fait, on est allé chercher du financement dilutif, pas seulement pour le capital en tant que tel, mais pour la fameuse règle des 3 C. Donc, pour du capital, pour des contacts, donc surtout pour un réseau, mais aussi pour des connaissances. Et c'est vraiment pour ça qu'on est passé par ce type de financement. Donc, ça va au-delà du simple capital, du simple argent. Il y a une réalité de terrain qui fait qu'on n'est pas tous, effectivement, on n'a pas tous accès aux mêmes choses. Moi, ce que je conseille souvent aux entrepreneurs qu'on accompagne, c'est passer un peu de temps à regarder ce qui existe en non dilutif. Vous précipitez pas tout de suite avec du business angel ou du venture capital parce qu'en fait, on peut un peu s'y casser les dents, on peut vraiment perdre du temps, de l'énergie, ça peut être très décourageant. Et en fait, quelque chose de très bête, mais on cherche, très bête. Je te prends un exemple, on cherche 1 million d'euros. On peut très bien avoir 250 000 avec des business angels, 250 000 en obligations convertibles et avec ces 500 000 euros, aller faire de la dette. Et en fait, ce sera plus facile comme ça vous coûtera moins cher et ça vous prendra moins d'énergie que de chercher 1 million avec du venture capital. Et je rajouterais là-dessus, si je peux me permettre, c'est qu'il y a dès le début de l'entreprise, ce qu'on appelle l'equity story est en jeu. Donc en fait, ce moment-là, il va avoir des répercussions très loin. C'est peut-être un truc qu'on oublie au départ parce qu'il y a le côté fun de lever des fonds ou le côté génial de l'argent gratuit de la BPI, les gens qui ont la chance d'avoir une boîte immatriculée en France. Mais en réalité, quel que soit le mécanisme, ça a des répercussions plus tard. Et je pense que ça, c'est aussi un truc à prendre, enfin, pour compléter ce que tu dis, à avoir en tête. Parce que si on file 20% de son capital pour 250 balles, on risque de le regretter assez vite. Et c'est pas quelque chose qu'on peut changer facilement. Non, non, complètement. Et d'ailleurs, ça nous amène sur la suite, mais chaque méthode a un peu c'est plus et c'est moins. Je vous laisse la main, Iter. Ouais, exactement. Dans les avantages et les inconvénients, la première chose, c'est effectivement, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit sur le dilutif et le non-dilutif. Et dans un premier temps, c'est comme chaque méthode a ses inconvénients, ne pas hésiter à revenir sur le dilutif. Je ne vais pas répéter ce que vient de dire Florian, mais on est complètement aligné là-dessus et je pense que c'est quelque chose qui malheureusement est trop souvent oublié. Le second point, et c'est un peu ce qu'on a dit avant, mais c'est que souvent la levée n'est pas un choix, c'est pas on le choisit, c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix en fait. C'est un peu ce qu'expliquait Baptiste, c'est que le recours à l'emprunt, le recours aux subventions, quand on est dans une entreprise qui vient de se créer, forcément en fait on n'a pas du tout l'opportunité d'aller taper dans du non dilutif. Donc il y a des montages qui existent, c'est ce qu'expliquait Florian, il y a des solutions qui existent, mais c'est vrai parfois on a un projet qui nécessite des fonds et qui nécessite une croissance qui est immédiate, des fonds d'envergure pour pouvoir se développer, attaquer un marché, pour pouvoir faire tout simplement, on a besoin de fonds aujourd'hui, le non dilutif n'est pas suffisant, et finalement, le dilutif, donc la levée de fonds, c'est la seule option qui est disponible. Donc, c'est un choix par défaut. Et les bonnes choses de la levée de fonds, c'est ce qu'expliquait Baptiste, c'est qu'effectivement, on peut avoir un retour d'expérience, on est accompagné, on bénéficie de l'expérience et du talent des personnes qui nous accompagnent. En contrepartie, il faut rendre des comptes. Il faut rendre des comptes aux investisseurs parce que les investisseurs, ce ne sont pas des personnes qui donnent leur argent de façon bénévole et gracieuse. C'est bien qu'ils en attendent un retour sur investissement.
Et donc, c'est la transition toute trouvée vers Florent, mais vraiment, il y aura plus de pression, perte d'indépendance a fortiori, et rendre des comptes à ces investisseurs qu'il faut choyer. Complètement, je peux pas mieux le dire. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que lever des fonds avec des investisseurs en capital, c'est un choix un peu sans issue. C'est-à-dire, une fois qu'on a commencé dans cette direction, on est obligé de la suivre et de s'y tenir. C'est comme les trains, une levée en cache une autre. Il faut se méfier un peu. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Un investisseur, quand il rentre chez vous, c'est parce qu'il a une notion de ROI. Un investisseur, il faut garder en tête qu'en fait, un fonds d'investissement, il a des limited partners qui investissent dans le fonds d'investissement et le fonds d'investissement investit dans la startup. Et donc, le fonds d'investissement a des comptes à rendre à ses investisseurs à lui. Et donc, quand il rentre, il doit sortir. Et donc, pour qu'il puisse sortir, c'est soit il y a un passage de relais parce qu'on fait une levée beaucoup plus grosse à une valeur plus importante à un autre fonds, soit il y a un exit. M&A, IPO, voilà, je vous souhaite un IPO, mais il y a très peu d'élus. Et donc, c'est une vraie logique de ROI et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et qu'il ne faut pas oublier. C'est vraiment une direction dans laquelle on se lance et qui n'est pas, comment dire, c'est pas anodin. Il y aura toujours quelqu'un pour regarder et qui dire ah, tu fais ça comme ça, toi. C'est intéressant. Moi, j'aurais pas fait ça. Voilà, gardez-le en tête. Et donc, ce qui nous emmène à l'étape d'après. Quand on se dit, voilà, c'est une levée, justement, peut en cacher une autre, c'est les différentes étapes. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, pré-seed, seed, série A, série B, série C, série Z. On a du mal à concrètement savoir ce que ça veut dire et qu'est-ce qui se cache derrière. Alors, on peut faire un pré-seed à 1 million et on peut faire une série A à 500 000. C'est pas gênant, c'est pas une question de montant, c'est plus une question de maturité de la société. Et là, on a un graphe, suspense. Alors, il fait peur, mais il ne faut pas en avoir peur. Ce qui se passe derrière le gouffre, grosso modo, c'est scale-up, rentabilité. C'est vraiment là, on est sur des grosses boîtes. On est sur de la série B, série C. Et là, en fait, on a prouvé notre marché. On est vraiment dans une phase d'accélération forte. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la partie love money, fonds d'amorçage, donc vraiment les tours de seed et les tours de série A. En fait, chacune de ces 3 étapes-là, c'est vraiment les étapes initiales de votre société. La première, c'est je crée mon produit. Donc ça va être la partie love money. C'est comme les clients. C'est-à-dire qu'au début, on tape son premier cercle et ensuite, on s'écarte au fur et à mesure, etc. Pour les investisseurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que la première étape, vous allez être les seules personnes que vous serez capable de convaincre, c'est les gens qui vous connaissent, qui se disent ouais, non, je les connais, ils sont sûrs, j'y vais, il n'y a pas de problème. Une fois que vous aurez fait ça et que vous aurez commencé à vendre, donc là, on arrive sur l'étape du seed, vous aurez prouvé en fait que vous êtes capable d'aller toucher votre marché, que vous êtes capable de vendre à votre marché et qu'il y a un product market fit. C'est pas, voilà, le Segway, il est souvent repris comme exemple, mais eux, ils ont mis du temps à le trouver, le product market fit. Je suis pas encore sûr qu'il l'ait totalement, mais le seed, c'est ça. J'ai prouvé mon product market fit, et donc là, je peux aller voir des investisseurs que je connais pas, et je vais leur prouver mon modèle. Je vais leur dire, je fais de l'argent, ça fonctionne. Et la série A, là, on est à l'étape d'après, c'est vraiment, j'ai prouvé ma rentabilité, ça marche, mon modèle économique, toi. Je suis capable de vous montrer qu'en top line, je gagne tant, en bottom line, il me reste tant. Maintenant, donnez-moi de l'argent et vraiment, j'accélère. Donc, pour ça, on a voulu structurer quelques KPI. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas des valeurs absolues. Il faut toujours les reprendre un peu dans le contexte. Mais voilà, grosso modo, le pré-seed, c'est vous êtes pré-produit ou vous avez un POC, il y a peu de KPI et donc voilà, vous allez chercher du friends and family. Le seed, ce que les investisseurs vont avoir en tête, c'est que vous avez prouvé votre product market fit. Donc voilà, vos clients sont contents du produit que vous leur vendez. Et donc, ce que les gens ont en tête, je prends l'exemple, je vais sur du B2B SaaS parce que c'est quand même aujourd'hui, c'est pas loin de 80% des boîtes, mais c'est grosso modo 10 cas de MRR. Mais 10 cas de MRR, si vous le faites avec un client, vous ne prouvez pas grand-chose. En fait, vous allez prouver qu'il y a un client qui a été prêt à vous acheter. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre les valeurs un peu avec distance. Là, ce que les gens vont vouloir voir, c'est qu'il y a des gens qui ont été prêts à acheter, qui sont contents de votre service, qui restent. Donc, les gens n'arrêtent pas la subscription, etc. Et la série A, la métrique à avoir en tête un peu, c'est le million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, en MRR, c'est grosso modo 80. Mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. C'est juste pour vous donner l'idée de ce que classiquement on voit sur le marché. Et si je peux compléter. Ouais, exactement. Ce que j'allais compléter, c'est la vision nous terrain qu'on va avoir en accompagnant les entreprises. Déjà, d'une
première chose, c'est que c'est ce qu'a dit Florian aussi, c'est qu'il y a des indicateurs qui nous aident à voir un peu où on se situe. Mais un indicateur, comme il a très bien dit, c'est pas parce qu'on a 10 cas de MRR que ça suffit. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien adapter les indicateurs à l'entreprise, à regarder quel est les comparables de ce type d'entreprise par rapport au marché. Qu'est-ce qui est regardable exactement? Parce que des entreprises qui ont des gros RRR mais qui ne décollent pas, bah, moi j'en connais, j'en ai vu 2-3 dans mes clients et j'en ai encore que je vois tous les jours. L'autre point que je voulais dire, c'était cette idée de gouffre, d'entreprise qui n'arrivait pas à passer le gouffre. C'est quelque chose qu'on voit vraiment au quotidien dans les entreprises. Donc, c'est vraiment la partie la plus dure. Les early adopters, c'est une chose, mais convaincre la masse de revenir et, et de justement passer ce cap, c'est vraiment concrètement, nous on le voit toujours. Enfin, on le voit Alors, vraiment. je te Ouais, coupe dis-moi. un peu sur le gouffre parce qu'il y a une question et je voulais qu'on l'adresse maintenant, justement, de Martin qui demande exactement ce que c'est que le gouffre. Et je pense que c'est effectivement le moment où tu passes du côté early adopter, fashion, tes potes, ton réseau, au moment où tu vas réellement sur alors mass market, en tout cas sur le marché, et où juste ta réputation, ton réseau, ta chasse ne suffit plus, il faut s'industrialiser. Et c'est à la fois à ce moment-là que tu as besoin de prouver ta traction et à ce moment-là, tu as besoin d'aller chercher vite de l'argent pour pouvoir accélérer. Je pense que c'est ça. J'en profitais pour faire une insiste là-dessus. Mais, C'est exactement ça. mais si tu rates le gouffre, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que tes potes qui t'utilisent, ben, à un moment donné, tu tombes dedans et Et moi, c'est pas beau à voir. j'ai l'exemple d'une société qui a fait une année de Friends and Family, qui a explosé, qui est arrivé très très rapidement en 40K, 50K de MRR, qui derrière a eu un gros contrat qui est tombé, on est arrivé à 60-70K. Et puis après, plus rien pendant un an, ça a stagné parce qu'une fois qu'on avait appelé tout le carnet d'adresses, on a eu du mal à justement aller chercher les autres. Donc c'est vraiment ce gouffre, c'est quelque chose qu'on observe très souvent. Enfin, je pense que toutes les entreprises passent par là et c'est vraiment quelque chose à voir. Je crois que c'est tout pour moi. Complètement. Si je peux rajouter juste un élément sur le gouffre, c'est vraiment ce que disait Guillaume. C'est la partie, on passe de la partie où on bricole à la partie où vraiment on industrialise. Et souvent, ce qui se passe pour les entreprises, ce gouffre-là, il correspond un peu à la phase où euh, on essaye un peu dans tous les marchés et on se dit que notre solution elle peut fonctionner partout. Mais vu qu'on n'a pas choisi une verticale, on n'arrive pas à accélérer dessus et à scaler dessus. Et bah, du coup, on galère un peu à franchir ce gouffre. C'est vraiment un stade de maturité de la société et qui est assez important pour les investisseurs. Et ce qui se comprend, hein, toujours dans cette logique de risque-rendement, plus le risque est faible, moins il y a de risque, du coup, plus ils seront intéressés pour investir. Et donc là, vous êtes prêts, on va rentrer dans la partie un peu technique de comment préparer sa levée de fonds. Alors là, on sort les gros mots. Si tu peux mettre la slide après. Voilà, alors là, voilà. Equity story. Là, Donc, ça m'a Guillaume envoyé. a Là. fait une intro sur le sujet. Le montant levé, momentum, typologie d'investisseur. Le momentum, je laisserai Baptiste en parler, il en parlera très bien. Et equity story, montant levé, typologie d'investisseur. Alors, l'equity story. L'equity story, qu'est-ce que c'est? L'equity story, c'est l'histoire des parts de sa boîte. Donc, l'histoire, vous l'avez écrit une fois avec votre deck, vous l'écrivez une deuxième fois avec le BP. Et ben, il faut aussi qu'on arrive à la lire et à la comprendre dans votre table de capitalisation. C'est-à-dire, si vous arrivez au moment de la série A, parce que voilà, vous faites 1 million de CA, vous êtes en pleine croissance, c'est ultra booming, c'est génial, qu'on regarde votre table de capitalisation et qu'on se rend compte que vous avez plus que 30% de la boîte, ça va être un hard stop de la part des investisseurs. Ils vont regarder, ils vont dire, oula, non, moi, je ne me positionne pas, c'est trop compliqué. Pour moi, il faut que les entrepreneurs, ils aient encore au moins 70% ou 60% de la boîte avant le tour, j'y vais pas. Si vous arrivez, le cas idéal, c'est vous arrivez là et vous avez 100% de la boîte. Ça n'arrive pas souvent. Le vrai cas idéal, vous avez fait une levée avant et en fait, ce qu'on va voir, c'est voilà, vous avez levé 200 000 euros sur une valo, je ne sais pas de combien, vous avez donné 10%, et ça, c'était votre Friends and Family, c'était le premier tour. Deuxième tour, vous avez levé 1 million, vous avez donné 25%. Et donc, en fait, on va lire ça sur votre table de capitalisation. Et c'est ça l'equity story. Et c'est ça ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est que si on lève trop tôt, si on lève trop tôt trop d'argent, Trop tôt et ou trop peu. Enfin, les deux marchent. Si on lève, je vais garder trop d'argent, du coup, c'est plus facile à illustrer. Si voilà, imaginons dès le début,
je suis en pré-seed et je lève 1 million sur une valorisation de 4. J'ai donné 20% de ma boîte. Et en fait, pour être capable de faire un tour après, il va falloir que j'ai des métriques pour lever ensuite et que ce soit intéressant pour ceux qui sont rentrés en ayant investi 1 million. Ceux qui ont investi 1 million, ils vont vouloir faire x10. Donc, ils sont rentrés et la boîte, elle valait 5 en post-monnaie une fois qu'ils ont réalisé leur investissement. Donc, ils vont vouloir que la boîte, elle vaille 50. Sauf que pour que la boîte, on soit capable de la valoriser à 50, il va falloir qu'on lève minimum 10 millions d'euros. Pour lever 10 millions d'euros, il va falloir avoir des sacrés métriques. Ce n'est pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires qu'il va falloir faire, c'est plutôt 2 ou 3. Et ça, sachant que le 1 million d'euros, on va avoir potentiellement 18 mois pour le dépenser. Donc en fait, c'est ça tout le jeu de l'equity story, c'est lever trop vite va vous obliger à avoir des grosses métriques, et vraiment à dépoter derrière. Vous n'avez pas trop le droit à l'erreur. Et parce que si jamais vous ne dépotez pas, bah, vous allez retourner sur le marché, ça va être très compliqué de se financer. Les gens vont vous dire, oh là, non, c'est trop cher, j'y vais pas, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est un vrai piège. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Il faut faire attention aux sirènes. Ne levez pas trop vite, c'est dangereux. Et en fait, le montant levé, c'est comme ça qu'il faut le définir aussi. C'est en vous projetant. Vous dites, bon, bah, à 18 mois, mon objectif, c'est d'atteindre voilà, ces 80K de MRR. Comment je fais pour les atteindre, ces 80K de MRR? Ou d'atteindre la rentabilité. Comment je fais pour atteindre cette rentabilité? Bah, il va falloir que j'ai des sales, que je dépense tant, que je fasse ça en technologie, etc., etc. Et donc, c'est comme ça que vous réfléchissez à votre montant levé. Sur 18 mois, il va me falloir X. Et vous définissez ensuite la valorisation, qui est souvent un jeu de momentum, mais ça, Baptiste l'expliquera. Et la typologie d'investisseur va avec. Si vous faites une licorne, vous avez vraiment une ambition très forte, allez voir les top investisseurs. C'est eux qui vont vous suivre, c'est eux qui vont vous aligner. Ils ne vont pas avoir peur de payer cher, c'est leur job. Mais voilà, sur 10 startups, ils savent qu'il n'y en a qu'une qui va marcher. Donc si pendant les 6 premiers mois où ils ont investi, vous êtes nul, enfin, vous ne délivrez pas les métriques attendues, vous êtes tout seul. C'est à savoir. Par contre, s'il y a d'autres fonds qui vont être intéressés par voilà, faire x2, x3, investir dans des PME, investir. Donc, il faut vraiment réfléchir à sa typologie d'investisseur à ce moment-là. Et sur le momentum, du coup, Baptiste, je te laisse donner ton retour d'expérience. Ouais, il y a aussi un point important qui en fait qui reprend le montant levé et le momentum, c'est l'importance d'apprendre à défendre ou alors à expliquer sa valo et sa valorisation et ne pas hésiter en fait à se faire accompagner sur ce sujet aussi parce que comme tu l'as dit, c'est quelque chose de compliqué, d'assez vague au final et de très subjectif au début. Et par exemple, ça peut être défini, expliquer sa valo ou la défendre, ça peut être de dire bah voilà, je fais un précide, ma valo de précide est de 3,5. Et pourquoi bah parce qu'on compte faire d'autres levées d'ici 12 mois et puis peut-être une autre levée d'ici 24 mois. Et nous ne souhaitons pas nous diluer à plus de 50% lorsqu'on arrive en série A. Ça peut être un bon argument pour défendre sa valo. Et ça va appuyer directement le momentum aussi. Il faut savoir que les investisseurs entre eux, que ce soit des BA ou des VC, sont très connectés et ils parlent beaucoup entre eux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un intérêt qui a été présenté par l'un d'entre eux, généralement, vous pouvez vous attendre à être contacté proactivement par plusieurs autres VC ou plusieurs autres business angels ayant été mis au courant préalablement de l'intérêt de cet investisseur. Et en fait, c'est là que va rentrer aussi un élément hyper important dans une levée de fonds, c'est l'échéance que vous allez fixer à votre levée de fonds. Mais alors attention, parce que vous pouvez vous tirer une balle dans le pied aussi avec cette échéance. Cette date, cette échéance, c'est-à-dire la fin de votre tour de levée, que ce soit du précide, du site, de la série A ou autre, elle va être ajustée en fonction du momentum créé, de l'intérêt ou du FOMO, Fear of Missing Out, créé sur votre levée. L'essentiel, c'est que l'échéance soit alignée avec la volonté des investisseurs d'investir. Mais par exemple, si l'échéance est trop loin dans le temps, bah, ça réduira le momentum. Les investisseurs vont dire bah, ouais, j'ai le temps, finalement, je vais y repenser à 2 fois et puis on verra plus tard. Mais une échéance trop courte, à l'inverse, bah, ça va réduire votre flexibilité en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est pour ça que l'échéance et plein d'autres facteurs vont être hyper importants à mesurer. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner aussi sur cette levée et que ce momentum va pouvoir être travaillé au cours du temps et ajusté sans cesse au cours de vos tours de levée. Rien à ajouter à ce retour d'expérience. Je vous propose voilà un beau momentum. Beau momentum. Et là, je vous propose Merci. là quelques petits tips. C'est
pour les documents à préparer, donc, on connaît tous deck, BP, teaser, ou si vous ne connaissez pas, vous allez bientôt découvrir. Et des petites astuces à savoir qui sont bonnes à garder au moment où vous les préparez, en tout cas. Exactement. Je vais commencer par le business plan. Quelques petites astuces de choses qui peuvent paraître bêtes, mais qui ne le sont pas tant que ça. Enfin, en tout cas, j'espère. La première chose, c'est se faire relire, dans le sens plutôt se faire challenger par les bonnes personnes. Il y a des sachants, il y a des personnes qui sont professionnelles pour ça. Essayez de vous faire relire. Alors, sans même parler des erreurs de formule, des incohérences. En gros, il faut éviter les erreurs bêtes qui se voient comme le nez au milieu du visage. Ça fait un peu tâche et c'est pas tant ça. Euh, L'autre point qui est assez important, c'est juste pour parler du BP en général, c'est que le BP en fait ne fait que raconter la même histoire que les autres documents qui ont été présentés, que le deck, que l'equity story, que toute l'histoire qu'on a envie de raconter. Donc on a un plan, on a un projet, on peut se financer, on a une ambition, par exemple, d'aller conquérir un marché, on a une ambition. Et en fait, ce BP ne fait que traduire en chiffres euh, le reste. En fait, il ne faut pas en avoir peur. Je sais que des éléments qui sont financiers, mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste se dire que ce n'est ni plus ni moins que la même histoire qui est racontée à travers des chiffres. Donc, si on ambitionne d'avoir une augmentation du chiffre d'affaires parce qu'on a fait un énorme investissement immatériel, bah, c'est juste une traduction chiffrée de ce qui va se passer. Et du coup, le point, si on rentre un petit peu plus en détail, la partie coût, elle est assez simple à voir, mais ce qu'il faut, c'est vraiment documenter un maximum le chiffre d'affaires. C'est cette partie-là qui réellement, finalement, c'est ça qu'on essaye de vendre dans notre BP. C'est comment on va réussir à augmenter notre chiffre d'affaires, comment on va arriver à ces indicateurs exceptionnels qu'on est en train de nous proposer. Bah, parce qu'on a regardé le marché, parce qu'on a regardé la concurrence, parce qu'on sait exactement où on se situe, parce qu'on va investir en marketing et qu'une entreprise similaire a fait la même chose et a eu ses résultats. En gros, c'est ça qu'on veut vraiment savoir, c'est ça que les investisseurs vont vouloir savoir, c'est OK, comment tu arrives à ce chiffre d'affaires? Parce que la partie coût est assez simple. L'autre type, ce que je donnerais, je vais essayer d'aller assez vite, mais c'est toujours penser contrôle de cohérence, vision globale. C'est quelque chose qui paraît assez simple, mais en fait, si je devais le résumer, c'est que rien n'arrive par hasard. Une variation du chiffre d'affaires, c'est qu'il y a une raison. Donc, généralement, ce que j'aime bien penser, c'est un produit égale une charge. C'est que si on a des produits, c'est qu'on a fait des actions. Alors, les actions, elles peuvent être immédiates ou un petit peu dans le passé. C'est-à-dire qu'on a fait des investissements, ça veut dire qu'on a fait quelque chose. Et donc, en fait, les autres personnes ne sont pas des débiles profonds. S'il y avait un business qui permettait de rapporter des milliards et des milliards en claquant des doigts, ça se saurait et tout le monde le ferait. Donc, ça veut dire que si on arrive à la fin d'un BP et qu'on a un chiffre d'affaires qui est faramineux, qu'on a un EBITDA qui est exceptionnel avec des marges de 40, 50, 60%, c'est ou bien que tout le monde est débile, ou bien que le fichier il est à refaire. Et généralement, c'est que le fichier il est à refaire. Donc, essayer de penser vraiment des contrôles de cohérence, de vision globale, et de quelque chose qui soit plausible et qui soit attendu. Et puis enfin, le dernier point pour le BP, c'est de penser PNL. C'est des choses qui sont assez communes, que tout le monde connaît, mais c'est surtout penser balance et penser cash flow. Le nerf de la guerre, c'est le cash. On se finance parce qu'on ne va pas avoir assez de cash. Je vous remets ma petite courbe en J, mais en gros, c'est ça l'idée, c'est penser cash flow parce que c'est un élément que vous avez un peu moins l'habitude de voir, mais qui est tout aussi essentiel. Et si je peux me permettre de rajouter un point de vue extérieur, c'est que je pense que le BP, pour en avoir vu beaucoup, pour en avoir fait quelques-uns, enfin pour avoir demandé à Sébastien et Benjamin de les faire, surtout, c'est c'est un exercice justement de cohérence. Je pense que ton terme est vachement bien choisi parce que tous les VC, investisseurs, peut-être pas les friends and family, peut-être pas votre grand-mère qui a jamais ouvert un fichier Excel, mais tout le monde sait que c'est du bullshit. Du bullshit dans le sens où, j'imagine que, le dire, tu divises tout, en tant qu'investisseur, tu divises tout par 4 en disant avec un peu de chance, au lieu des 54 full-time employés qu'ils vont avoir, ils en auront 8 et ils ont une bonne idée, une bonne tronche et tout va s'arranger. Donc, il y a un truc un peu paradoxal entre le côté, on sait que tu me racontes n'importe quoi, mais d'un autre côté, c'est les points de cohérence à l'intérieur du document qui vont montrer que tu as bien réalisé l'exercice. Pourquoi? Parce que quand tu présentes le BP, j'en ai vu quelques-uns dans ma vie, tu le présentes toujours à un moment où ton activité, elle est naissante, généralement, parce que la plus grosse partie des rondes des levées, elles se font à un niveau très seed, très early stage. Après, dès que tu es en série B, série C ou série Z comme Glovo,
tu as 250 cabinets qui s'envoient des fichiers par la blockchain et c'est une autre histoire. Mais je dirais 90% des levées, elles se font à un niveau CID. Et donc, tu n'as aucune idée du business que tu vas faire. C'est juste tu es là pour convaincre l'investisseur que comme tu as bien réalisé cet exercice, tu es relativement crédible dans ton activité. Tu es relativement crédible dans ta posture. Tu as la posture. C'est qu'une question de posture parce qu'en fait, la réalité va venir te frapper le lendemain matin. Et à ce moment-là, tu vas appeler ton investisseur en disant alors bon, j'ai les chiffres du mois ou à l'inverse, je veux dire finalement c'est mieux. Donc on n'est pas, c'est pas évidemment c'est pas pur et parfait, mais c'est une question d'exercice. Quand je parle à quelques jeunes entrepreneurs, il faut réussir l'exercice. C'est du bullshit. Tout le monde est au courant, personne ne se le dit vraiment, mais c'est un peu un théâtre, de façon un peu théâtre japonais, un peu chelou, mais pour savoir en fait si on se situe à peu près sur on est sur la même longueur d'onde, et donc on va aller ensemble parce in fine, ce qui compte, c'est d'avoir confiance dans ce qui arrive et pas forcément dans les chiffres. Dans l'aventure et pas forcément dans les chiffres qui sont écrits parce qu'ils sont réalisés dans très peu de cas tels qu'ils sont écrits au début. Parce que quand tu fais un BP à 2025 alors que tu es en 2021, tu n'as aucune idée. Et ce que tu mets, il y a plein de choses de saisonnalité, tu n'en sais rien, mais c'est l'exercice. Voilà, je voulais donner tes petites précisions. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, enfin ce que vous dites tous les deux, c'est vraiment ça. C'est pour fixer les idées sur ce qui vient d'être dit, par exemple, vous avez une boîte de marketing, enfin vous n'avez pas une boîte de marketing, mais de direct to consumer, donc vous venez de créer une marque, vous distribuez en B2C. Si jamais dans vos coûts RH, on ne voit pas qu'il y a des personnes en charge du marketing, ou alors que vous n'avez pas mis de dépenses en marketing, vous vous tirez une balle dans le pied. L'exercice doit être bien fait. Si demain vous dites que vous êtes 50 et que vous n'avez pas mis de middle management, ça ne marche pas. En fait, ce qu'on veut juste voir, c'est tester votre cohérence. Est-ce que ce que vous dites, c'est crédible? Les gens qui répondent oui, mais non, mais c'est parce qu'en fait, on a un actif de marque et en fait, tu comprends, les gens, ils nous connaissent. Oui, mais en fait, ça, c'est pas gratos. Il y a du branding derrière, il y a du contenu, et il faut mettre des copywriters, il faut mettre. C'est juste ça. Le BP, c'est ça la logique. Est-ce que tu as bien fait ton exercice? Et pareil, deux, trois tips. Les 200 millions de CA à 3 ans, ça marche pas. Les 50%, voilà, d'EBITDA, ça marche pas. Il y a quelques trucs comme ça qu'il faut quand même, faut pas pousser le bouchon trop loin, quoi. Et un élément important dans cette continuité, votre CA, reliez-le à votre taille de marché. C'est-à-dire, si vous dites je fais 50 millions dans 5 ans, euh, ça correspond à quelle taille par rapport à ton marché? Est-ce que tu es à 120% de ton marché? Auquel cas, il va falloir refaire l'exercice. Est-ce que tu es à 50? Est-ce que tu es à 1? Est-ce que tu es à 2? Est-ce que tu es à 10% de ta part de marché? On a envie de le savoir. Il faut que ce soit cohérent avec ce que vous dites aussi. Je veux être leader sur mon marché. OK, bon, bah, faut que tu aies 25 points de part de marché. Comment tu les atteins? Et donc ça m'amène aux tips un peu sur le deck. Sur le deck, en fait, souvent, présenter l'équipe, tout ça, c'est bien fait. Je ne veux pas revenir dessus, présenter son projet, ça, on sait faire. Là où il y a des gros trous dans la raquette, dans la plupart des choses que je vois, c'est sur la définition du marché. Je vais prendre un exemple. Je suis une startup dans le marketing. Je ne peux pas dire que je suis sur un marché de 1,5 milliard d'ad spending sur Google. Ça ne marche pas, ça. Parce que ce n'est pas mon marché. Je ne suis pas en train de concurrencer Google. Ce qu'il faut regarder, c'est qui j'adresse. C'est qui mon marché. Ça se trouve, mon marché, c'est les boîtes dans le transport. Je vais aller toquer à tous les liligos de la planète, mais je vais me focaliser d'abord en France. Moi, je sais pas On ce que n'y tu en va pas penses, tout de suite, hein, pas en ce moment. c'est Attends un pas la peu. période. Mais tu peux toquer, hein. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de définir son marché. Mon marché, c'est enfin, les expériences de voyage, le voyage au sens large. Ma première niche sur laquelle je vais me focaliser, c'est les compagnies aériennes. Voilà, bah, ça, c'est ma première verticale. Et il faut bien la préciser. C'est celle-là. Il y a tant de compagnies en France, il y en a tant en Allemagne, tant en Espagne. Et moi, j'en ai déjà 3 en client et voilà mes use case clients. J'ai mis 6 mois à vendre. Aujourd'hui, ils me rapportent tant en MRR. Je les ai upsellés 3 fois, etc., etc. C'est ça qu'on veut voir quand on vous demande c'est quoi votre marché. Et quand on vous demande une analyse de la compétition, c'est pas dire lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait ça. Ça, on s'en fout. C'est ce qu'on veut savoir, c'est par rapport au marché que vous adressez, quelles sont les solutions concurrentes? Typiquement, si vous adressez l'aéronautique et les compagnies aériennes, vous n'êtes certainement pas les seuls à proposer votre service. Les autres, qu'est-ce qu'ils leur proposent? Et en quoi, vous, votre solution est meilleure par rapport aux attentes des gens dans l'aéronautique? Et c'est vraiment ça. C'est un travail qui n'est pas facile, mais c'est le travail le plus important de votre deck, à mon sens. C'est vraiment là où ça pêche et c'est là où vous pouvez vraiment créer de la valeur.
Et une fois que vous avez fait tout ça, le go-to-market, il en découle. Le go-to-market, c'est bon, voilà, c'est les acteurs dans l'aéronautique en France, les transports aériens, il y en a 15. Voilà comment je vends, en fait. Je vais les toucher, je vais les appeler, j'appelle Guillaume, il me fait des intros. Voilà, peu importe. Désolé Guillaume, j'étais obligé. Mais c'est ça qu'on C'est veut mon voir. métier. Voilà. L'aéronautique, les intros, si jamais vous avez besoin d'Airbus, n'hésitez pas. Air France plutôt, du coup. Mais c'est vraiment ça ce qu'on attend, enfin, ce qu'on veut lire dans un deck et ce qui doit se refléter sur le BP. Je réfléchis, mais je pense que j'ai fait le tour de mes tips. Je suis pas sûr d'avoir d'autres. Est-ce que vous voyez d'autres choses, Guillaume? Est-ce que tu vois d'autres éléments ou Baptiste Moi, sur juste les petits j'ai tips? un petit exemple très concret sur la cohérence du BP. Nous, on fait du SaaS B2B et on est très self-service. Les gens sont on board. C'est généralement des gérants de sites web, nos clients types, ou des e-commerçants. Ils s'onboardent par eux-mêmes, ils mettent des vidéos sur leur site web et à la limite, ils nous contactent sur le chat, mais c'est hyper self-service. Il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Et donc, quand on a présenté notre BP pour la première fois, le premier truc, alors les chiffres étaient sûrement tous erronés, faux, ou en tout cas peu réalistes, mais ce n'était pas les chiffres. Le point d'objection majeur, c'était le recrutement. Et on nous a dit, mais vous êtes self-service, vous avez une belle traction, le produit s'utilise bien, et pourquoi vous ne recrutez pas de customer service et de support manager? Ou pourquoi vous n'en recrutez pas assez? Parce que c'est clairement à ça que va répondre, en fait, là où va être adressée votre première problématique de recrutement. Et donc ça revient vraiment sur la cohérence dont parlait Florian. Les chiffres, c'est secondaire, mais vraiment la cohérence de votre BP va tout faire, en tout cas au début. Et je pense que, et pour ajouter là-dessus, je pense qu'un beau dossier ou une belle boîte, parce qu'en fait, on distingue les deux, mais à un moment donné, le beau dossier doit amener une belle boîte, sinon c'est un échec. C'est un relatif échec pour tout le monde, c'est que comme c'est une belle boîte, c'est la rencontre d'une équipe et d'un marché avec un sous-jacent qui est le produit que vous offrez. Faut vachement vendre et l'équipe. Alors, tu vois, Baptiste, Léo, on a 20 ans, on est dans la tech, machin, self-service, tous les keywords, buzzwords, mais ça marche, voilà. Et le marché, pour montrer la profondeur du marché. Je reviens sur un truc qu'a dit Florian et qui est une expérience que je connais en tant que tout petit business angel d'une boîte. C'est quand tu es sur un marché très enterprise avec chaque client est très très dur à atteindre et puis il te rapporte beaucoup de MRR, beaucoup de chiffre d'affaires, mais extrêmement compliqué à capter. C'est un marché de prime abord pour du site, c'est un marché de merde. Si tu es une équipe avec que des mecs qui sortent d'école, qui n'ont aucune expérience, c'est un setup de merde. Donc je pense que c'est vraiment la rencontre de ces trois-là. C'est-à-dire on est une équipe qui fait un produit pour adresser un marché et c'est fondamentalement le BP et le deck sont des moyens, des outils, des façons de prouver que cette équipe va aller adresser ce marché-là grâce à sa proposition de valeur. C'est ni plus ni moins que ça. C'est plein de bon sens, mais dans la réalité des faits, quand on voit des équipes qui n'ont pas d'expérience dans le marché auquel ils s'adressent, ou des produits qui s'adressent qu'à des entreprises, quand je parle d'entreprise, c'est-à-dire un contrat vous rapporte 1 million par an, mais pour avoir un contrat à 1 million par an, il y a peut-être 3-4 ans de boulot commercial, donc à zéro de chiffre d'affaires, avant d'y arriver. Alors, c'est un autre setup, donc c'est vraiment cet équilibre entre les trois qui va au moins, puisqu'on parle levé, on parle même pas encore de la business story qui est derrière, mais c'est cet équilibre entre les trois qui va être le plus convaincant. Parce que sinon, on va dire, OK, on va te filer des millions, des millions, des millions, un peu comme ce qui se passe dans la biotech, la medtech, qui est une autre thèse, si on te file des millions, puis on a la chance un jour qu'un labo se réveille et t'achète pour 10 milliards. Mais sauf que ça, c'est extrêmement difficile à pitcher. Ça demande justement d'avoir un produit et une équipe qui est encore plus affûtée, parce que sinon, sinon vous n'êtes pas, c'est pas vendeur, parce que c'est pas très réaliste au fond. Et ça me fait, c'est là que c'est vachement de bon sens ce que vous avez dit, même s'il y a plein de technicité derrière, c'est qu'il y a finalement, il faut que ça suive, il faut qu'il y ait une cohérence et un équilibre entre les différentes forces en présence. C'est beau, hein? ajouté. Très bien dit. C'est bien dit. On va méditer là-dessus, je pense. Il y a une question. Alors, donc, merci, tu as 45 minutes. On voit qu'on a affaire à des mecs qui sont dans la finance. On a dit 45 minutes, 18h45, les mecs ont plié, ils ont remis dans la... C'est le côté ingénieur, ça. Ah bah ça, c'est magnifique. Il y a une seule question que j'invite nos autres téléspectateurs à réagir. Il y a une question intéressante de Martin.
à laquelle je vais essayer de répondre plus rapidement enfin, pour laisser la parole surtout à Florian. Est-ce qu'il faut démontrer une intention claire et nette de devenir la prochaine licorne française pour être attractif auprès des fonds VC? Française, pas forcément. Je pense que d'abord, il faut montrer que tu as une envergure internationale. Je pense que ce qui s'est passé dans la tech ces dernières années, c'est que être sur un seul marché, je comprends bien que français, ça ne veut pas dire le marché français, mais on est sur un playground à minima européen. Donc, à maxima et bientôt à minima mondial. Moi, ma vision, et vraiment, c'est intéressant d'entendre le plan là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup trop d'argent sur le marché. Tu regardes Coinbase et l'introduction en bourse, c'est complètement délirant. Parce qu'en fait, il y a une machine à billets énorme qui entend, je ne sais pas si tu l'entends derrière nous, mais elle tourne. Donc, les fonds ont une énorme surface financière. Et d'un autre côté, il y a une maturité du marché des startups devenues scale-up qui fait qu'il y a beaucoup plus de licornes. Enfin, on prend l'exemple tu vois, Blablacar était la seule licorne française il y a 5 ans. Aujourd'hui, on en a peut-être 10. Alors, si on enlève Snowflake, qui n'est pas vraiment français, mais tu prends des Doctolib, et voilà. Et donc, en fait, le playground européen, voire mondial, on a fait la preuve en Europe qu'on était capable de monter plus rapidement et de plus en plus vite des boîtes qui valent 1 milliard. Donc, oui, de fait, les VC se concentrent sur les boîtes qui peuvent valoir 1 milliard. Pas parce que c'est sympa de dire, ouais, quoi, t'as vu, j'ai investi dans une boîte qui vaut 1 milliard. C'est juste qu'il y en a plus sur le marché, statistiquement. Ça, c'est mon point de vue. Donc, effectivement, plutôt que de faire du spray and pray, qui est quand même la thèse de certains fonds, c'est-à-dire de donner des tickets à tout le monde et de jouer sur la masse, évidemment, les fonds vont avoir tendance à essayer de se concentrer sur celles qui peuvent faire le plus gros multiple. Mais pas, encore une fois, pas parce que c'est une volonté personnelle, mais parce que l'histoire très récente a démontré que c'était possible, à l'exception, à mon sens, de certains marchés, type la livraison en vélo avec des sacs jaunes, où parfois ça déraille un petit peu. En vélo, des rails, ouais. Mais globalement, en fait, on est dans un super moment où la scalabilité, qui est le fondement de tout ça, de ce qui a de ce qui nous amène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de marchés, plein d'équipes, plein de produits qui ont montré leur scalabilité. Et les VC, parce que c'est là qu'ils ont le plus à gagner, se concentrent sur ce qui est ultra scalable. Donc, oui, il faut prouver que tu es une licorne, parce que si tu ne prouves pas que tu es scalable, les gens vont dire non, moi je pense que scalabilité, de fait, même si c'est à mon avis un peu encore du bullshit de leur vendre de la scalabilité qui n'est pas aussi réelle, c'est ce que les gens cherchent parce que c'est ce qui va créer de la valeur. Aujourd'hui, c'est clair. Rien, je te laisse continuer parce que je pense que tu connais aussi très bien le sujet. En fait, moi, je suis désolé, ma réponse va certainement pas plaire, mais je suis un peu perturbé par la question parce qu'en fait, la question, faut-il à tout prix démontrer une intention claire et nette de devenir la prochaine licorne pour être attractif auprès des fonds de VC? Pour moi, il y a un problème dans la question, dans le sens où est-ce que tu veux lever des fonds avec des VC ou, enfin, en fait, la question est mal posée. C'est-à-dire, c'est d'abord ton ambition qui va driver l'investisseur que tu vas aller chercher. Si tu ambitionnes d'être une licorne, oui, ça fait du sens d'aller voir des VC. Et aujourd'hui, oui, les VC, c'est ce qu'ils cherchent. Sauf qu'en fait, des investisseurs, il y en a plein de sortes. Il y a des VC qui cherchent des licornes, il y a des fonds qui font de la défisque. Et en fait, ces fonds-là, ce qu'ils veulent, c'est aider des gens qui ont un peu d'argent à défiscaliser. Du coup, eux, ce qu'ils veulent, c'est ils vont promettre je sais pas, un TRI de 3% à leurs investisseurs et donc ils vont chercher une PME. Il peut y avoir des family office qui vont voir un grand sens dans le business que tu es en train de développer avec leur thèse à eux. Du coup, pour moi, c'est dans l'autre sens qu'il faut voir le truc. C'est qu'est-ce que tu veux faire et ensuite tu adaptes en fonction des VC, enfin en fonction des typologies d'investisseurs. Mais oui, un VC, de fait, cherche la licorne. C'est le principe. Un VC, il investit dans 10 boîtes, il y en a une qui fait x10, deux qui font x3, 5 qui sont flat et les autres, elles meurent. Et encore, je me trompe certainement dans les ratios, mais il y en a une qui fait x10. Et donc, un VC, son job, c'est d'investir dans une licorne. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Je suis désolé, mais pour moi, voilà, c'est vraiment dans l'autre sens qu'il faut le voir, en fait. Et c'est un peu le problème. Il ne faut pas à tout prix chercher à se faire financer par un VC. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Et suivant ce qu'on veut faire, on va avoir l'investisseur qui est adapté. L'argent, il y en a, sous toutes ses formes. Mais ouais, très, très clair. Mais si vous voulez rajouter quelque chose, Sébastien, Benjamin. Je pense que vous avez Non, bien, ouais, vous avez bien résumé tout.
Je pense qu'on a été très complet sur le sujet. Moi, il y a juste une citation que j'aime bien dire à mes clients pour revenir un petit peu sur le BP parce que j'ai pas eu le temps de rebondir sur le sujet. Je crois que je l'ai piqué cette citation. Je leur dis que la seule chose qui est sûre dans un business plan, c'est qu'il sera jamais respecté, alors qu'ils ont tout intérêt à travailler leur business story s'ils veulent lever des fonds. Ça, je n'hésite pas à le dire. Et même si on intervient après pour faire une passe sur le BP au niveau financier, c'est très bien que l'avenir au niveau Validé. chiffré n'est jamais. Voilà. Hop. Alors, pour Charlotte, projet Fashion Tech, il y a des fonds, bon, c'est une réponse bateau, mais il y a des fonds qui ont un peu des thèses, c'est-à-dire soit très software, soit très B2C, ce qui est de Peut-être moins lire en la moins, question, mais Guillaume. Je pense qu'il y a tout le monde qui ne sait pas oui, de quoi tu évidemment, pardon, excuse-moi. Charlotte qui dit qu'elle cherche à lever un projet de fashion tech et qui demande s'il y a des organismes, des BA que vous recommanderiez pour aller chercher des fonds en pré-seed. Je vais laisser parler Florian parce que c'est vraiment son domaine, mais il y a des fonds qui se font des spécialités. Et après, ça dépend de beaucoup d'autres facteurs. N'est-ce pas, Florian? Oui, bah c'est ça. En fait, ce qu'il faut faire, enfin, quand on a une idée précise comme ça du projet dans lequel on veut aller, alors pareil, encore une fois, au moment où il faudra aller voir les investisseurs, ce qu'il faut sur les premières étapes, c'est de taper dans son réseau. Soit on a un réseau, je ne sais pas si on vient de Paris et que ses parents ils ont monté, pas de Paris, pardon. Si on vient de n'importe où et qu'on a une famille très très riche, eh ben, c'est sûr que le Friends and Family sera vachement plus simple que si on vient de nulle part et que nos parents ils n'ont pas fait fortune. Mais on peut lutter contre ça en créant ce réseau-là. C'est-à-dire typiquement, si tu as un projet dans la fashion tech, commence déjà à t'entourer de gens qui sont dans cet univers-là. Contacte des entrepreneurs à succès dans ces univers-là ou des gens qui montent des startups là-dedans. Et en fait, tous ces gens-là, entre eux, connaissent des gens qui connaissent des gens. Et au moment où tu chercheras des investisseurs, c'est comme ça que tu les auras. Et ensuite, au niveau des fonds, oui, tu as des fonds qui sont spécialisés dedans. En précide, encore une fois, c'est très compliqué d'avoir des fonds d'investissement. C'est pas forcément leur thèse. Il y en a qui investissent en précide, mais vraiment très très peu. C'est surtout du business angel. Mais ensuite, tu en as avec des thèses très claires et très précises. Tu tapes fonds fashion tech, je suis sûr que t'en trouveras beaucoup. Juste un truc aussi là-dessus, Charlotte. Une fois que tu auras l'occasion de parler avec ces premiers fonds, avec ces premiers investisseurs, n'hésite pas à demander aussi des intros parce que ces investisseurs vont connaître d'autres investisseurs potentiellement intéressés par ton projet dans le même space, dans le même espace, pardon. Et il ne faut pas hésiter à demander des intros, des mises en contact, des mises en relation, quoi que ce soit, parce qu'ils sont plutôt enclins à le faire. Et finalement, toi, ça te permet d'augmenter un peu ton réseau, d'élargir ton réseau et donc de pitcher finalement à d'autres investisseurs. Carrément. Une question d'Alexandre quelle serait la vision géo des fonds? Y a-t-il des pays hôtes plus attractifs en Europe? Sud versus Nord, Italie versus Espagne. Je pense qu'il y a. Euh, ma réponse serait de dire que plus tu montes au Nord, plus les valeurs en précise sont absolument délirantes. Et plus il faut qualifier, même en tant que fonds, pour pouvoir rentrer dedans. C'est-à-dire qu'une boîte qui se lance en Suède, enfin, tu vois, plus on monte au Nord vraiment réellement, je crois que c'est une statistique, plus il y a d'argent, plus les projets sont financés tôt à des hauts niveaux. Après, d'un point de vue, moi, de mon point de vue, les fonds français, je suis très sur la relation France-Espagne, s'intéressent de plus en plus à l'Espagne pour une question de valorisation. C'est-à-dire que les projets en seed, si tu es rue du Sentier, bonne nouvelle aujourd'hui, et que tu lances une boîte en seed et que tu as un petit peu de street cred, tu vas lever des millions, comme hier, le QR code pour payer dans les restos qui lève 20 millions en pré-seed, c'est quand même complètement délirant. Ouais, mais ils ont les restos, tu vois, ils ont une assise déjà. Ils Oui, ont prouvé une capacité à. Mais oui, ça reste 20 millions en ça seed, fait beaucoup quand même. putain de QR code plugué à Stripe. Mais bon, je suis très content pour eux. En fait, il y a je pense que la réponse c'est non, mais que la réponse c'est que les fonds vont chercher de toute façon le même TRI, le même retour sur investissement, on va dire, et que dans ce cadre-là, les pays du Sud leur offrent peut-être que temporairement des bonnes opportunités
pour réaliser des investissements les plus potentiellement rentables. Il n'y a pas de science, mais il se trouve que moi, j'ai un exemple d'une boîte dans laquelle j'ai investi il y a 2 ans, qui levait 600 000 euros sur une valo à 2 millions. Je ne sais même plus si c'est prêt au poste, mais un truc à peu près raisonnable comparé à leur MRR. La même boîte à Paris levait sur une valo à 15, très monnaie. Donc, voilà, c'est juste qu'il y a un entourage, une espèce d'enrobage aussi d'éléments qui font que j'ai oublié le nom de cette boîte des Big Mama. Ils peuvent arriver et dire Ancil, on lève 20 millions. Ce qui est une absurdité économique, mais à mon sens, parce que tu n'as pas besoin de 20 millions pour exploser et que ça te force à réussir au-delà de toute espérance. Et donc, bon, c'est un peu un one-shot pour tout le monde. Donc, pas vraiment. On a un intérêt en Espagne, c'est qu'on commence à sortir de la zone un peu tiers-monde. Désolé mais de la zone où les investisseurs disent qu'est-ce que c'est que enfin, voilà, et qu'on commence à être un peu crédible. La route est encore longue, hein, on n'est pas encore des Suédois, mais en fait, il y a ce spread où on commence à tirer de l'intérêt sans que la compétition des fonds, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une compétition entre fonds pour choper les bonnes boîtes, sans qu'elle soit trop presque dépend de la boîte, puisque la compétition entre les fonds fait augmenter mécaniquement la valeur. Et ce qui est toujours dépend de la boîte, je reprends le cas du QR code pour payer ta pizza, et donc il y a un momentum, pour reprendre un terme, il y a un momentum un peu bien en ce moment, mais je pense que c'est très géo-agnostique dans l'idée. Tu as une bonne idée, une bonne équipe, un bon marché, on va investir sur toi. Mais ces fluctuations de marché liées à trop de cash ou trop de projets, ça influe directement. Et vraiment, pour résumer, on est à un bon endroit en ce moment pour bien lever. Ni trop, ni pas assez. Voilà, on est enfin crédible. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, il y a des géographies parfois qui peuvent aider sur certains domaines. Typiquement, FinTech, InsurTech, c'est sûr que si tu es basé à Londres ou à Berlin, les Allemands, ils aiment bien ça. Il peut y avoir des géographies comme ça qui sont intéressantes suivant le domaine d'application que tu vas choisir. Typiquement, Barcelone, c'est très B2C, Madrid, c'est très B2B. Ici, on est très Mobile World Congress, à l'époque où ils avaient le droit de le faire. Mais il y a des géographies comme ça qui peuvent être spécifiques un peu à des technologies ou à des verticales que tu vas adresser. Mais sinon, non, en termes de pays, j'aurais un peu la même réponse que Guillaume. Il n'y a pas à mon sens, il y a pas aujourd'hui et encore moins avec le Covid. De toute façon, on fait tout à distance. Donc, pour faire ta visio, tu peux te mettre un peu où tu veux, quoi. Clairement. Des inputs sur l'Italie, j'en ai pas. Je rajoute peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter, c'est le fait, nous on a quand même été en contact avec des fonds qui étaient des fonds français qui voulaient investir qu'en France et qui ne voulaient pas aller toucher dans d'autres pays. Et là, en l'occurrence, on était dans des pays, enfin, on était en Espagne, mais on a vu aussi le cas d'investisseurs. On a la mauvaise réputation du pays du tiers-monde, on ne peut pas aller en Espagne parce que c'est le bordel, parce que si, parce que ça, parce que le marché n'est pas assez. Il y a quand même cette notion-là qui rentre en jeu. Sans remettre en cause, exactement, sans remettre en cause ce que vous avez dit qui est exact, mais ça joue quand même un petit peu à ce niveau-là. Il y a un côté très, très chauvin au niveau des fonds d'investissement qui suit clairement le marché. C'est que les mecs veulent pas de concurrence entre eux. Ils vont un fonds qui est typiquement français ou franco-français va très peu investir en Espagne, même si le marché est porteur pour lui. Et idem avec le UK s'il monte un peu plus au nord et qu'il a une bonne opportunité. En général, c'est pas trop dans la stratégie des VC ou des fonds. Je me trompe peut-être, hein, mais d'investir dans un marché qui ne leur appartient pas ou dans lequel ils ne sont pas implantés en tout cas. Ou en tout cas, s'ils le font, c'est dans des projets qui sont internationaux avec un DNA international. Et donc, en fait, avec un pied-à-terre économique dans le pays. Avec un pied-à-terre, voilà. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Et pour des inputs sur l'Italie, très honnêtement, je vois pas beaucoup de boîtes, moi, qui viennent d'Italie. J'en ai suivi très peu qui étaient financées. Je sais que ça doit être 360, je crois, le fonds d'investissement qui a un partenaire en Italie. Et du coup, il doit y avoir une petite activité. J'imagine que c'est très basé à Milan. Mais honnêtement, je vois très peu de choses. À Barcelone, il y a beaucoup d'Italiens. C'est la première, c'est les premiers non-espagnols, la première communauté non-espagnole à Barcelone. Donc je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent ici justement dans la tech. J'ai quelques contacts, Alexandre, si tu veux, et en Italie ou des Italiens ici qui ne sont pas dans la restauration. Et donc, si tu veux, je peux te donner des inputs.
C'est moche, ça. Tous les Français font pas des baguettes. Hein. C'est pas beau. Ah hein. bon? C'est pas beau. Tu représentes pas la French Tech pour rien. Exactement. Donc, une question de Ellie qui dit: Salut, je suis encore salarié et je souhaite monter ma boîte à côté. Est-ce que les investisseurs sont sceptiques du fait d'avoir deux activités? Ma réponse Oui. est oui. C'est Notre réponse est soit oui. full-time, soit rien. Désolé. C'est la première personne à prendre le risque, ça doit être toi. Et c'est tout ce que j'ai à dire. C'est brutal. Hein. Ouais. Désolé. Non, c'est on assez pourra clair. en parler autour d'un café tous les deux si tu veux. Il n'y a pas de problème. Ceci étant, on connaît aussi des personnes qui ont commencé leur activité tant qu'ils étaient salariés, puis après qui se sont lancés pour de vrai. Ça existe aussi, et c'est une solution. Mais Et ça, à terme, mais tu le dis pas, ça. Oui, exactement. tu le dis pas. Quand tu Ni pitches, à tu dis l'un, ni non, à je suis en l'autre. full-time, j'ai tout lâché. C'est vraiment Exactement. dur en ce moment. Non, oui, c'est vrai qu'il faut pas le dire. Non. Ce sera notre petit secret. Good. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Je vais quand même faire plaisir à Gabriel Cardon qui m'a demandé si je devais être déguisé en licorne. Alors, je n'ai pas encore reçu le déguisement, Gabriel. En revanche, j'ai un casque police, voilà, que je voulais mettre pour te faire plaisir. J'espère que ça te plaira. Oh. Ah, Il y a un pari là-dessous ou il y a quelque chose à non, gagner? c'était une question que Gabriel posait, que je connais bien Gabriel. Mais ouais, j'ai un peu de matos au bureau, si tu veux, Gabriel. Bien à voir. Mais en tout cas, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. Et ben, s'il n'y a pas de dernière question, on va s'arrêter là. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, la presse est vraiment bien. Et évidemment, j'espère qu'on vous a ni trop excité ni trop déprimé, selon votre situation. Évidemment, il y a beaucoup de bon sens dans tout ce qu'on raconte, mais il y a quand même un mélange de technicité et d'intuition dans le process de la levée de fonds. C'est important d'être bien conseillé, de faire appel à des professionnels, d'essayer d'avoir des retours de marché assez rapidement et d'essayer de cocher toutes les cases excusez-moi, qui sont l'equity story, le momentum. Vraiment, il y a cette slide où on disait equity story, montant recherché, typologie et momentum. Il faut cocher ces 4 cases-là, au moins 3, parce que vous en pensez, au moins, mais un maximum pour se dire là, mes chances de succès dans ma levée sont, voilà, probabilité haute que j'arrive à lever. Si on ne sent pas qu'on coche les cases, il vaut mieux attendre. Exactement. Et ce que je dis souvent, moi, c'est vaut mieux une petite marche rapide qu'une grosse marche où on se prend les pieds dedans. Et donc, vaut mieux lever 250 000 euros en allant très vite et que ça vous prenne un mois. Ça, vous serez à fond dans l'opérationnel et c'est beaucoup plus efficace que vraiment de passer 6 mois à taper dedans pour récupérer difficilement 1 million ou pas du tout. Donc, visez juste ce dont vous avez besoin. Ça sert à rien d'aller chercher plus. C'est un super mot de la fin. Bah, c'est parfait. Voilà. On laisse là. On drop le mic. Merci à tous. Bonne soirée. À très bientôt. Et j'enverrai le replay par les réseaux. Merci tout le Ciao, monde. ciao. Bye bye. Salut. Salut.